Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. La revue de presse de notre carotte ce matin, si vous regardez sur europe1.fr, c'est Natacha Polony, toute vêtue d'orange. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, les dernières colonnes de Palmyre ne sont plus couvertes du drapeau noir de l'État islamique. Le Figaro, Syrie, Irak, l'État islamique recule sur tous les fronts. Mais ailleurs, ce sont ces photos de femmes hurlant leur douleur sous leur foulard coloré. Libération, Lahore, la douleur après l'horreur. Et puis, il n'y a pas que l'Église catholique dans la tourmente. Aujourd'hui en France, les terribles secrets de l'instituteur pédophile. On commence par la tragédie des chrétiens du Pakistan. Ils voulaient surtout tuer des enfants, constate tristement Le Monde. Alors ils ont visé l'endroit du parc où se trouvent les balançoires. Autant que possible, ils voulaient tuer des enfants chrétiens, alors ils ont choisi de frapper un dimanche de Pâques. C'était au Pakistan, à Lahore. Une de ces tueries aveugles qui caractérisent l'époque, dira-t-on. Les talibans pakistanais, ceux qui trouvent que le pays n'applique pas la charia avec toute la rigueur requise, ont fièrement revendiqué l'attentat. Pourtant, comme le précise Le Monde, la plupart des victimes sont des musulmans, dont plusieurs dizaines d'enfants. Mais le journal évoque aussi un double attentat suicide à Bagdad vendredi qui a fait 130 victimes, des adolescents chiites, encore une fois des musulmans. On passe trop vite sur la violence chez les autres, nous dit Le Monde. On contextualise trop le terrorisme, on ne raconte pas assez les attentats pour ceux qu'ils sont. Ces moments d'innocence interrompus par une volée de billes d'acier. Dans la Croix, Dominique Grenner cite le pape François évoquant cette géographie de l'horreur. Mais en rappelant que le pape jésuite a également fustigé les sociétés occidentales, insensibles au sort de ceux qui fuient les guerres et les violences et dont beaucoup finissent leur vie dans le cimetière insatiable que sont devenus la Méditerranée et la mer Égée. Parce que chaque personne compte, nous dit la Croix. Tout le contraire de la logique terroriste. On parle encore beaucoup de Molenbeek et de ses semblables, entre guillemets, ce matin. Mais oui, pendant ce temps, en France, on préfère débattre des mots. Les tartuffes de la politique, s'indigne Nicolas Béthou dans l'Opinion, n'ont pas été longs à s'indigner des propos de Patrick Kanner, le ministre de la Ville. Les uns pour souligner qu'il ne fallait pas généraliser, les autres pour rappeler la main sur le cœur tous les talents qu'il y a, selon l'expression consacrée dans les quartiers. Un propos s'écarte-t-il du politiquement correct et décrit-il crûment la réalité, demande Nicolas Béthou. Il est violemment dénoncé comme menaçant l'unité nationale. Quelle dissymétrie entre la pudibonderie des mots et le plébiscite pour l'état d'urgence, fût-ce au détriment des libertés publiques. Alors, comme le conclut Cécile Cornudet dans Les Échos, la guerre, oui, mais celle des mots, sans doute parce qu'elle nécessite moins de courage. Un article étonnant sur la mode islamique à présent. Oui, le sujet ne laisse pas indifférent, surtout quand on voit dans Le Parisien les photos de cette tenue façon combinaison de plongée en haut, pyjama en bas, laissant juste le visage découvert et présenté comme un burkini, mélange de burqa et de bikini, vendu désormais par Marks et Spencer. On appelle ça le marché de la mode pudique. Alors il y a aussi les abayas, robes longues musulmanes, lancées par Dolce & Gabbana, et les hijabs, lancés par Uniqlo. Bien sûr, tout n'est pas à mettre sur le même plan et bien sûr, un voile coloré qui forme un drapé autour de la tête peut être extrêmement saillant. Mais on ne peut s'empêcher de partager les réticences d'un Pierre Berger, interrogé par Le Parisien et disant craindre la banalisation du produit, rappelant surtout qu'il a passé 50 ans de sa vie à côté d'un homme, Yves Saint-Laurent, qui n'a eu de cesse de focaliser ses créations sur la liberté. Alors il faut lire surtout sur le site Figaro Vox l'entretien avec Isabelle Kersimon. La journaliste rappelle que le marché potentiel de la mode islamique est évalué à 500 milliards d'euros en 2019, de quoi endormir les réticences des marques. C'est par le marché que s'imposera une mode qu'il n'est pas question d'interdire, dit-elle, mais dont il faudrait souligner le caractère problématique puisqu'elle symbolise l'infériorité de la femme et sa soumission au regard de l'homme. Je suggère de bander les yeux de tous ceux que le corps libre des femmes indispose, conclut-elle. On en vient à ceux qui espèrent avoir leur heure de gloire dans les mois qui viennent. Ce sont les petits candidats pour 2017. Mais oui, c'est aussi dans Le Parisien qu'on trouve un article consacré à leur colère, oui, et puis surtout consacré à cette modification des règles de l'élection présidentielle votée au milieu de la nuit par une majorité des 20 députés présents. Alors oui, 11 députés ont voté le fait que les parrainages devront être envoyés au Conseil constitutionnel, ce qui complique leur obtention, et que les médias ne devront plus respecter la stricte égalité, qui était certes compliquée, mais un principe d'équité sur les temps de parole. Bref, plus de risque d'offrir une tribune à ces candidats qui prétendent porter une alternative au tripartisme du PS, des Républicains et du Front National. C'est vrai que ce serait dommage de laisser croire qu'il y a d'autres solutions. La publicité, est ce qu'on appelait autrefois le temps de cerveau disponible. Mais oui, peut-être qu'en fait, il faudrait s'inspirer de ça finalement pour les campagnes électorales. Ça simplifierait beaucoup de choses. Le site Atlantico nous informe sur les dernières évolutions du neuromarketing, la façon dont les publicitaires s'appuient sur la science du cerveau pour concevoir leur campagne. Aujourd'hui, nous dit l'article, on connaît parfaitement les éléments
éléments qui permettent à un message de s'inscrire dans la mémoire à long terme de celui qui le reçoit. Alors il y a la dimension émotionnelle, l'inscription du produit dans un storytelling contrasté, une histoire à rebondissement donc, et puis l'usage d'une musique qui se retient. Et alors là on précise une musique d'avant 2000 parce qu'elles se retiennent mieux, oui. Bref, nous sommes des animaux de laboratoire, mais consentants, c'est mieux. On termine avec 20 minutes. Mais oui, le journal 20 minutes nous apprend qu'une étude l'a déterminé de façon irrévocable. Les blondes, Julie, les blondes ont un QI en moyenne plus élevé que les châtains, les rousses et en queue de peloton les brunes. Mais quand même, les rousses sont très mal placées. Bon, pourtant, Metro News ajoute que, selon l'auteur même de l'étude, 3,5% des femmes dans l'étude ont dit être blondes alors que c'était faux. Oui. Pire, en fait, une grande partie des gens se trompent sur leur couleur de cheveux. Bah oui, c'est très aléatoire en fait. Et puis que dire de ceux qui étaient blonds dans l'enfance et qui ont foncé avec l'âge? Alors on ne demandera pas non plus évidemment sur quel panel a été faite l'étude et s'il a été tenu compte du niveau socioculturel des participants, tout simplement. On se contentera de considérer que la science se fixe de drôles d'objectifs quand même. Nous classer suivant notre couleur de cheveux, nous faire acheter des produits inutiles par réflexe. Alors oui, évidemment, il y a un marché. Alors l'égalité entre blondes et brunes, ça ne vaut pas plus que l'égalité homme-femme. En même temps, vous, avec votre costume orange, vous devriez avoir les cheveux verts ce matin. C'est ton sur ton. Ce serait plus raccord. Hein. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1.